РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков. Pouchkine était-il un homme heureux? Un début de vie brillant au lycée impérial de Tsarskoye-Selo. Épigramme mordant du jeune génie, la colère du tsar, l'exil dans le Midi, le libertin Lovelace à penchant artistique, exilé dans un village reculé de Pskov, le décembriste dans l'âme, proximité dangereuse avec le nouveau tsar, son censeur et son mécène, le grand poète de toute la Russie, frappé d'une interdiction perpétuelle de quitter le pays, Beckendorf et Natalia Goncharova. Problème des deux côtés. Duel inévitable avec le messager du destin. Aujourd'hui, nous continuons notre conversation sur Pouchkine. Et voici ce que je pensais. En Russie, presque partout où vous allez, vous trouverez l'empreinte de Pouchkine, à travers les endroits qu'il a visités, des maisons où il séjournait ou simplement des souvenirs. Tel est notre destin. Mais plus vous étudiez sa biographie, plus vous vous rendez compte qu'avec chaque nouveau détail, vous comprenez encore pire la biographie de Pouchkine et son monde intérieur. Aujourd'hui, néanmoins, nous essaierons de comprendre ce qu'il a ressenti, comment il a vécu et pourquoi il a même parfois cherché la mort. Comment tout cela a-t-il commencé? Tout a commencé quand il est devenu un génie. Et il a été reconnu comme génie déjà au lycée. Et Derjavine l'a reconnu, comme nous le savons tous. Et puis tout le monde l'a reconnu, simplement parce que tous ses poèmes n'étaient pas comme tous les autres, ils étaient géniaux. Mais avant Derjavine, personne ne l'a senti? Était-il le premier? Au début, Pouchkine écrivait en français, et ses poèmes étaient plus français que russes. Derjavine a été le premier à réagir à un poème qui avait vraiment une signification historique étendue, où donc on pouvait sentir la puissance de la mélodie de la langue. Il abordait des sujets importants, mais en même temps sa mélodie l'accompagnait. Quand Pouchkine prend alors conscience de son génie, il est heureux, il n'y a plus rien à faire, et il le sera pour le reste de sa vie. Autrement dit, génie signifie heureux? Oui, il monte sur un piédestal, devient pas comme tout le monde. Les femmes et les hommes le traitent d'une manière spéciale. Certains sont jaloux, certains se jettent dans ses bras, certains l'envient ou le détestent, parce qu'il est trop beau dans son travail. Certains deviennent ses admirateurs, certains admettent qu'il a dépassé ses professeurs, notamment Joukovski. D'ailleurs, c'est Joukovski qui lui a écrit « À l'élève victorieux de l'enseignant vaincu ». Et lui-même comprend aussi qu'il était sur un piédestal? Bien sûr, c'était un homme intelligent. Pouchkine n'était pas la moitié d'un imbécile. Il était bizarre dans l'histoire du mariage, mais le reste du temps, c'était un homme intelligent. Et ce n'était pas un hasard si Nicolas Ier, quand il l'a rencontré, a dit « Hier, j'ai parlé avec l'homme le plus intelligent de la Russie ». Donc, il comprenait tout. C'était l'amour de la muse, pour lui, qui le rendait heureux. Mais il y avait une situation où, et c'est très important de le souligner, Dieu a nivelé ses moments de bonheur dans la création par la tragédie de son destin. Dans nos programmes, nous sommes arrivés à la conclusion que tous les écrivains dont nous parlons ont une sorte de drame énorme dans leur vie. Et apparemment, cela donne hélas une lance supplémentaire à la créativité. Voici la muse de Pouchkine. Rappelons-nous ce que Herzen a écrit à ce sujet. Ah oui, je pense que ce sont des lignes merveilleuses, car il a très précisément capturé cet état entre le bonheur dans la création et le bonheur dans la vie. Sa muse n'était pas une créature pâle, aux nerfs bouleversés, enveloppée dans un linceul, mais
une femme ardente, rayonnante de santé, trop riche en sentiments authentiques pour en chercher de faux et assez malheureuse pour chercher des malheurs inventés. Et la poésie, il est jeune, plein d'espoir. Au départ, il prend une direction et à la fin de sa vie, il aboutit ailleurs. Alors, cela arrive souvent avec des gens ordinaires, mais avec Pouchkine, cela s'exprime également dans des strophes étonnantes. Le premier bonheur de Pouchkine est curieusement le bonheur social et politique. C'est le rêve que la Russie sera un État libre, et dans ce fameux message de Tchaadaïev, Pouchkine le dit, c'est là que réside mon bonheur. Amour, espoir, majestueuse gloire, un court instant, vous nous avez trompés. Elles sont terminées, nos joies de jeunesse, comme un rêve, comme la brume du matin. Mais nous brûlons encore de désir sous le joug d'une puissance fatale. Notre âme impatiente écoute notre patrie. Impatiemment, nous attendons avec espoir le rendez-vous de la liberté, comme attendrait le jeune amant le rendez-vous de son amante. Tant que pour la brûlante liberté, tant que le cœur vibre pour l'honneur, mon ami, pour la patrie, consacrons la belle fougue de nos âmes. Mon ami, espère, elle se lèvera, la joyeuse étoile qui illuminera la terre de Russie sortie de son sommeil et les ruines de l'autocratie où nos noms sont écrits. Ne s'agit-il pas plutôt d'un maximalisme juvénile, de ses espoirs? N'est-ce pas aussi, si j'ose dire, un peu banal pour un jeune homme? Dans notre jeunesse, nous traversons souvent une période de banalité, ce n'est pas surprenant, mais ces espoirs étaient également liés au début du règne d'Alexandre Ier, qui était lui aussi plein d'espoirs de changements libéraux, radicaux. Par conséquent, il y avait une certaine consonance et il n'y avait pas de naïveté. De plus, il s'adressait à Tchaadaïev, un homme à l'esprit très intelligent et très froid. Et il était clair que les idées exprimées dans ce poème étaient également partagées par Tchaadaïev. Il y avait donc une union de deux grands hommes, Tchaadaïev et Pouchkine. Tchaadaïev pensait aussi que leur nom serait inscrit sur les ruines de l'autocratie. Mais ensuite, lorsque la vie passait, Pouchkine a bien sûr compris que la recherche du bonheur dans cette vie était illusoire. Alors, il est temps, mon ami, il est temps. C'est comme s'il référait son poème pour Tchaadaïev à un homme aussi intelligent que Viazemski. C'est un poème qui résume la recherche du bonheur, cette recherche qui est caractéristique chez tous les Russes. Et nous sommes en 1834. Il est temps, mon ami, il est temps. Le cœur désire la paix. Les jours s'envolent et chaque heure prend un nouveau morceau de vie. Et ensemble, nous souhaitons vivre et regarder la mort venir. Il n'y a pas de bonheur dans le monde. Il y a la paix et la volonté. Depuis longtemps, un rêve me hante. Esclave fatigué, je pars et je m'évade dans un havre d'œuvres lointaines et pures. Alors, Pouchkine diplômé du lycée, puis il reçoit un poste, devient fonctionnaire, et où alors la poésie? Et où est ce personnage et tout ce que l'on sait? Oui, peu de gens savent qu'il est devenu un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de 10e section. Si nous traduisons cela dans un style militaire, alors le 10e échelon correspond au grade de capitaine d'état-major. C'est-à-dire qu'il a bien avancé. Pas trop, mais quand même. Je dois dire que notre capitaine d'état-major était clairement spécial, car il possédait un don extraordinaire d'épigrammes vénéneuses. Je pense qu'en général, nous comprenons que Pouchkine était très toxique.
Tous ses contemporains en parlent, mais ces épigrammes tiraient très précisément sur les personnes qui possédaient un pouvoir énorme. Il a notamment écrit un épigramme sur Alexandre Ier, mais peut-être l'épigramme la plus violente était contre le comte Arakcheyev. Arakcheyev se prenait parfois, pour ainsi dire, pour le commandant de toute la Russie. Et soudain, Pouchkine, un fonctionnaire de 10e échelon, impudent, se précipite sur Arakcheyev. Et c'est le premier défi sérieux à son destin. Qui est Pouchkine ? C'est un homme qui joue au ballon avec son destin. Il lance ce ballon et le destin le lui rend. Mais ce n'est plus un ballon. C'est quelque chose de si explosif que c'est déjà Pouchkine qui est blessé. Premièrement, à cause des épigrammes envoyés à diverses personnes puissantes de cette époque. Écoutons l'épigramme sur Arakcheyev. Oppresseur de toute la Russie, bourreau des gouverneurs, il est professeur du conseil et un ami et frère du tsar. Plein de colère, plein de vengeance, sans esprit, sans sentiment, sans honneur. Qui est-il ? Un dévot sans flatterie. Mais il s'avère qu'il est constamment en train d'éprouver le destin. Vous avez dit qu'il jouait avec le destin. Moi, je dirais une chose plutôt banale, c'est la vraie roulette russe. Le fait est qu'il a un destin particulier. Si pour une autre personne cela ressemblait vraiment à une recherche des ennuis, alors ici, le sort est double. D'un côté, cela donne vraiment à Pouchkine l'opportunité d'être exilé, persécuté, d'être une victime et de vraiment trouver une sorte de fil conducteur dans sa poésie qui ne ferait pas de lui un poète aussi heureux, doux et riche. Le sacrifice se manifeste. Par conséquent, il a défié le destin et le destin l'envoie en exil. Alexandre Ier a voulu l'exiler à Solovki ou en Sibérie, mais ici, Joukovski l'a défendu. Mais c'est néanmoins un exil. Mais si pour un autre, l'exil serait un terrible malheur, alors pour Pouchkine, c'est aussi l'occasion d'étudier une autre vie, de comprendre quelque chose à sa manière. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que vous et moi, nous nous rendons compte de son destin extraordinaire et plutôt spécial. Est-ce que lui-même, il est conscient de son sort et de ce qu'il n'est vraiment pas comme celui des autres ? Bien sûr qu'il est conscient que son destin ne se déroule pas comme une histoire de succès. C'est peut-être pour cela qu'il fait exprès de chercher des ennuis. Puisqu'il est difficile d'imaginer que d'autres fonctionnaires de 10e échelon écrivent des épigrammes ou même qu'ils raisonnent ainsi. D'un autre côté, Pouchkine se retrouve dans le sud sans jamais être en état de détresse. Il est à Chisinau, entouré de femmes. Sous le soleil du sud. Le gouverneur lui accorde ses faveurs et il reste fonctionnaire. Personne ne l'a encore renvoyé et personne ne l'a rejeté. Après Chisinau vient Odessa. Là, il défie à nouveau le destin et commence à courtiser la femme du comte Vorontsov et en plus adresse à ce dernier une épigramme monstrueuse. Écoutons-la, il fallait avoir du courage fou pour écrire de telles choses à son patron. Semi-seigneur, semi-marchand, semi-sage, semi-ignorant, semi-canaille, mais l'espoir est maigre qu'il serait finalement intègre. Il n'y avait que les épigrammes qui perturbaient son existence. Il a écrit d'autres œuvres qui ont créé des situations potentiellement conflictuelles, non seulement avec ses supérieurs, mais aussi avec l'Église. Là, on peut se rappeler son poème Gavrilyada. C'est justement à cause de Gavrilyada qu'il a été déchu de son grade officiel et a été envoyé à Mikhailovskoye en tant qu'exilé.
Mais est-ce qu'il ne comprenait pas quel en serait le résultat ? Là, ce n'est pas clair. Il le comprenait et l'ignorait à la fois, mais parfois, il a l'air d'agir dans un état de conscience assombri. Cela arrive parfois quand une personne pense qu'elle a le droit parce qu'elle est grande. Il n'y a pas de réponse à votre question, car Pouchkine ressemble, dans une certaine mesure, à une personne offensée. C'est-à-dire qu'il a été offensé. Mais oui, il a craché au visage d'Arakcheyev et à celui de Vorontzov, et pourtant il s'est considéré comme offensé pendant un certain temps. Mais plus tard, à la Poste, on a lu sa lettre aux idées athées, et puis tout s'est terminé. Écoutons le poème Graviliada. Bien qu'il y ait beaucoup d'humour et de satire par rapport, non pas aux dieux, mais je dirais plutôt aux interprètes du principe divin, ce n'est pourtant pas un poème blasphématoire, j'en suis certain. C'est un poème composé par un homme libre, réfléchissant à ce que la période de Zeus est passée, et comme dit Pouchkine, nous sommes devenus plus intelligents. Quelle est la religion des gens intelligents ? Ah, voilà la question qu'il se pose et à laquelle il répond assez brutalement. Fatiguée, Maria pensa « Ah, quelle aventure ! 1, 2, 3. Ils ne sont pas fainéants. Je dois avouer que j'étais inquiète. Le même jour, je suis passée dans les bras du diable, de l'archange et de Dieu. Le Dieu très haut, comme de coutume plus tard reconnu le fils de la Vierge juive comme sien, mais Gabriel, quel sort enviable, ne cessa de lui apparaître en sous-main. Comme beaucoup, Joseph fut consolé. Devant sa femme, il fut toujours sans péché. Il aima le Christ comme son fils, et pour cela, par Dieu, il fut récompensé. Nous continuons la conversation sur Pouchkine et essayons de comprendre ce qu'était le bonheur pour lui et s'il était heureux dans la vie. Pensez-vous qu'il croyait en son destin ? Était-il fataliste ? Je pense qu'il était à la fois fataliste et non. Généralement, il était composé de contradictions en tant que personne. Ses contemporains ont écrit à ce sujet, mais on en reparlera plus tard aussi. Le fait est qu'il a souvent contredit certaines thèses initiales avec ses poèmes. Et il n'y a rien de mal à cela, car la vie, en général, est tissée de contradictions. Pouchkine a des propriétés à la fois harmonieuses et contradictoires dans sa poésie, et tout est normal en cela. Et à propos du fatalisme, je pense qu'il était une personne complètement libre. Il se croyait créateur de son propre destin, et en même temps, il était fataliste. Je ne pense pas qu'il était athée, mais en même temps, je pense qu'il l'était. C'est-à-dire que tout cela se combinait en lui. Probablement. Cela fait aussi partie de son génie, de sa profondeur et de choses mystiques dont il est difficile de parler, mais elles ont certainement existé. Comme l'un de ses contemporains a rappelé et a décrit plus tard, d'une part, il recherchait être près des gens puissants. Mais d'autre part, il voulait être un poète populaire. Il fréquentait des salons aristocratiques et en même temps, il s'est comporté de manière abominable, etc. Encore une fois, il attirait la colère sur lui parce qu'il ne rentrait pas dans un cadre normal. Il a pressenti son sort et même dans Graviliada, dont on vient de parler, il termine le poème inspiré de l'idée qu'il se marierait, que tout irait bien, mais qu'est-ce qu'il attend ensuite ? Écoutons ce qu'il s'était prédit peu avant l'âge de 26 ans. Revenons-nous à Eugène Onegin. Là aussi, il a probablement beaucoup prédit. Et naturellement, on essaie de comparer son héros à lui-même. Est-ce juste ? Oui, en général, Eugène Onegin est une œuvre autobiographique. Lenski représente essentiellement l'image du romantisme que Pouchkine tue
c'est-à-dire que Eugène Onégine tue le romantisme. Voici la lettre de Tatiana à Onégine. Je vous écris. Sinon que faire? Que dire d'autre? À présent, je sais que vous pouvez sévère me punir en me méprisant. Mais si ma destinée amère vous touche un tant soit peu le cœur, vous me suivrez dans ma douleur. J'aurais bien gardé le silence, vous ne seriez pas au courant de ce pénible sentiment si je vivais dans l'espérance de vous revoir de temps en temps chez nous, ne serait-ce que rarement, afin de pouvoir vous entendre vous dire quelques mots parfois et, jusqu'à la prochaine fois, penser à vous et vous attendre. Mais, dit-on, vous fuyez les gens, lassés de notre vie champêtre. Or, dépourvus de raffinement, nous sommes contents de vous connaître. Chez nous, pourquoi êtes-vous venus, en ces lieux retirés du monde? Je ne vous aurais pas connu, ni vous, ni la douleur profonde. La voix de la passion qui gronde avec le temps se serait tue. Je serais devenue, j'espère, fidèle épouse, tendre mère, épanouie dans la vertu. Oh non, je serais incapable d'aimer un jour qui que ce soit. C'est mon destin inévitable, le ciel le veut, je suis à toi. Elle est vouée, mon existence, à la rencontre avec toi. Je sais bien, c'est la Providence qui pour la vie t'envoie à moi. Déjà, dans mes songes nocturnes, ton beau regard m'avait hanté et ta voix m'avait envoûté. Bien qu'invisible et taciturne, tu m'étais chère depuis longtemps. Ce n'était plus qu'un rêve, un présage. J'ai vite reconnu ton visage. C'est lui, pensai-je, en suffoquant, quand je t'ai vu. Tes propos sages, ne les avais-je pas écoutés, aidant les pauvres du village ou faisant des prières qui soulagent, apaisent l'âme tourmentée? Dans ces moments de solitude, n'avais-je pas eu la certitude de voir ton ombre se glisser tout près de mon chevet, d'entendre ton murmure amoureux si tendre, tes mots d'espoir qui me berçaient? Qui es-tu, ange tutélaire, ou tentateur au cœur de pierre? Pitié, ne me fais plus douter. Peut-être que c'est une chimère de l'âme inexpérimentée, qu'un autre sort m'attend sur terre. Quoi qu'il en soit, c'est mon destin que je te voue avec confiance. Sans taire mes pleurs et mes chagrins, j'implore ton soutien, ta clémence. Tu imagines? Tout autour, on ne comprend pas ma souffrance. Je dois périr dans le silence, désemparée et sans recours. J'attends. Viens rendre au plus vite l'espoir et la joie à mon cœur, ou mettre fin à ma torpeur par des reproches que je mérite. Oh, j'achève. J'ai honte. J'ai peur. Je n'oserais pas me relire, mais je me fie à votre honneur et à l'audace qu'il m'inspire. Le meurtre du romantisme est bien plus considérable que celui de Lenski lui-même. Et c'est Pouchkine qui est l'exécuteur du meurtre du romantisme. Ce n'est pas par hasard que Pouchkine rapproche Eugène Onégine de lui-même. Ils se rencontrent, réfléchissent, trouvent des contradictions, des différences de caractère. En fait, Onégine est Pouchkine, mais dépourvu de son talent. Onégine a gardé tous les traits de Pouchkine, à part le talent qui lui est retiré. Exactement. Et là, on voit un certain vide de la vie.
C'est pourquoi Onegin s'agite. Mais il a toujours l'empreinte de Pouchkine. Il est perspicace, va jusqu'au bout dans différentes situations et, en même temps, il n'a pas le génie de son auteur. Alors, qu'est-ce qu'il manque à Pouchkine ? Il lui manque vraiment un voyage à l'étranger. Bien sûr, imaginez que Pouchkine va voir Venise, Rome, Paris. Qu'écrirait-il à quelle heure est-on maintenant ? La seule fois qu'il est allé à l'étranger, c'était Erzurum, en Turquie actuelle. Mais à ce moment-là, ses supérieurs l'ont terriblement réprimandé pour avoir quitté le territoire de l'Empire. Si nous considérons maintenant ces réflexions sur le bonheur, ce qui est un sujet important dans la culture russe, alors déjà dans le chapitre 8 de Eugène Onegin, lorsque Pouchkine réfléchit avec maturité au sujet du bonheur, il comprend que s'il n'y avait pas de talent, et Eugène Onegin n'en a pas, alors le bonheur serait l'amour merveilleux et accompli pour Tatiana. Il en parle de manière très intéressante. Ce sont des lignes assez sérieuses de Eugène Onegin. Voici. Étranger au monde et sans aucune chaîne, je croyais libre et calme pouvoir me dire heureux. Mon Dieu, comme je me trompais et comme j'en ai été puni. Mais non, vous voir toujours, vous suivre partout, dévorer de mes regards le sourire de vos lèvres, le mouvement de vos yeux, écouter vos paroles avec ravissement, comprendre avec l'âme toutes vos perfections, enfin me consumer devant vous, pâlir et mourir. Voilà pour moi le bonheur auquel j'aspire. Pourrais-je le goûter ? Et Tatiana lui répond à cela ? Oui, et pourtant le bonheur fut si près de nous. En fait, Onegin et Tatiana sont des vases communicants. Ils n'ont tout simplement pas eu de chance. Mais l'idée du bonheur est déjà la même à ce moment-là. Tatiana, apparemment, n'a pas un mariage très heureux et Eugène Onegin tombe amoureux de Tatiana en retour, mais c'est trop tard. Pas de perspective. Pouchkine, dans ses lignes, compose peut-être la philosophie la plus importante d'une personne normale. Et pourtant, le bonheur fut si près de nous. Il nous était si facile. Mais maintenant, mon sort est fixé pour jamais. Peut-être ai-je été imprudente. Mais pour Pouchkine lui-même, en quoi consiste finalement le bonheur ? Ah, je pense que c'est la vie elle-même dans laquelle il s'inscrit. Il s'est placé dans la vie qui était nécessaire afin qu'il soit un génie. Elle l'a tellement mutilé. Outre l'exil, on connaît les choses qui le rattachaient aux décembristes, avec ses échecs dans le choix des idéologues, ses erreurs associées à différents vers, etc. Mais il est aussi arrivé qu'elle lui ait donné une énorme source d'inquiétude, qui s'est exprimée en poésie. Je suis sûre qu'il a cette sorte d'harmonie étonnante. À 37 ans, il meurt, et meurt au seuil de cette Russie qui ne serait certainement pas sa Russie. C'est la Russie intellectuelle des occidentalistes et des slavophiles. Il n'y a pas de place pour Pouchkine ici. C'est dans une certaine mesure, et cela semble terrible, en 1837, l'histoire même de la Russie finissante, après quoi l'histoire sans Pouchkine recommencera. Et nous retrouverons l'histoire de la Russie avec Pouchkine dans les années 1870. Quant au bonheur, Brulov l'a déterminé et nous allons maintenant découvrir sa perception ainsi que celle de Lottmann. Jetons un coup d'œil à ces deux preuves très intéressantes. Il y a deux opinions différentes sur le bonheur de Pouchkine. L'artiste Karl Brulov écrit « Quel chanceux ce Pouchkine ! Il rit tellement que les tripes étaient visibles. » Et voici l'opinion du chercheur littéraire Yuri Lottmann.
Pouchkine est entré dans la culture russe non seulement en tant que poète, mais aussi en tant que maître de la vie de génie, un homme qui a reçu un don inouï d'être heureux, même dans les circonstances les plus tragiques. Vous dites que Pouchkine, s'il restait en vie, il n'aurait pas trouvé sa place dans cette Russie des années 1840. Ceci, bien sûr, peut être un chemin tant erroné. Imaginez, ce que serait si ce n'était pas pour... Pensez-vous vraiment qu'il ne la retrouverait pas? Et s'il savait être la personne qui aurait pu être au-dessus de ces occidentalistes et slavophiles, ou vice-versa, réconcilierait-ils tous? Oui, le fait est qu'il était absolument impossible d'être fini cette fois. Chacun des dirigeants de ce mouvement croyait que la vérité lui appartenait. Belinsky croyait que la vérité appartenait à la tendance à l'occidentalisation. Il me semble que Belinsky croyait que la vérité lui appartenait personnellement. Oui, Herzen y a consacré également sa vie et son émigration. Il n'aurait pas permis à Pouchkine de régner. Il n'aurait pas permis sa vision du monde. D'autre part, Kirievski, d'autres slavophiles et des philosophes, avec une philosophie beaucoup plus sophistiquée que celle de Pouchkine, l'auraient admis aussi. Pouchkine n'était pas un philosophe sérieux. C'était un homme qui avait une intuition formidable, une palette poétique étonnante. Mais pas dans le cas où il a commencé à prouver ses opinions philosophiques. Ce n'est que dans la poésie qu'il a vu le summum de la vie, ainsi que ses échecs d'ailleurs. À propos du duel, peut-on supposer qu'il aurait pu l'éviter d'une manière ou d'une autre? Ou dans ce cas-là, il a également suivi son propre destin et il n'y avait pas d'autre moyen? Cela ne pouvait être évité car sa belle épouse, qui était jeune, la plus belle femme de Pétersbourg, sa taille était de 1,73 m, celle de Pouchkine 1,66 m, quand ils étaient ensemble, il était impossible de l'imaginer, et en plus, il n'était pas beau. L'un de ses contemporains a écrit qu'il ressemblait à une sorte de mélange de singe avec un tigre. C'est vrai. Ce n'est pas le meilleur compliment, vous êtes d'accord? Et des ongles comme chez un Milan. Et tout cela était cruel et juste, malheureusement. Elle tombe amoureuse de Dantès. Ils ont le même âge, ils sont nés en 1812, ils étaient attirés tous les deux par un aimant. Les lettres de Dantès, qui ont été récemment retrouvées dans les archives de la famille Dantès, témoignent du fait que Natalia était sérieusement amoureuse. Je vous propose d'écouter cette lettre. Précisons qu'il s'agit d'une lettre de Dantès, dans laquelle il cite les paroles de Natalia Nikolaevna. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Mais ne demandez pas plus à mon cœur, puisque le reste ne m'appartient pas. Je ne peux qu'être heureuse en accomplissant honnêtement mes devoirs. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît, et aimez-moi toujours comme ça, et ensuite mon amour sera pour vous la récompense. Bon, mais Pouchkine lui-même ne ressent rien, ne comprend rien à ce moment-là? Au début, il aime Dantès, il est ravi. Dantès écrit de la poésie, il bafoue, il est plein d'esprit. En quelque sorte, il n'est pas comme tout le monde. Il est constamment réprimandé dans son service militaire. C'est-à-dire une personne agréable à Pouchkine. Oui, puis il commence à être insolent envers Pouchkine. Quand Pouchkine lui dit « Qu'est-ce que tu as ? Une bague avec un singe ?» Et il répond « Tu sais mieux ce que c'est », faisant allusion à un singe. Pouchkine commence à percevoir que quelque chose ne va pas. Là, l'histoire est divisée en groupes de pouchkinistes et de dantésistes. Certains pensent que Pouchkine est complètement injuste d'aller jusqu'au duel, mais il me semble que le destin a joué son rôle
et le duel était prédéterminé dans ce cas précis. Mais il a estimé non seulement que sa femme a agi injustement envers lui, mais il lui a écrit une lettre stricte dans laquelle il précise qu'il court vers des événements dramatiques. « Tu es contente que les mâles courent après toi, comme après une chienne, levant leur queue en trompette et te reniflant le derrière. Il y a de quoi être heureuse. Il est facile d'apprendre aux fourbes solitaires à courir après toi. Cela vaut la peine de dire que je suis une grande chasseuse. C'est tout le secret de la coquetterie. S'il y a une auge, il y aura toujours des cochons. Pourquoi accepter les hommes qui s'occupent de vous? Vous ne savez pas qui vous attaquez? Maintenant, mon ange, je t'embrasse comme si de rien n'était. Et merci de m'avoir écrit en détail et franchement ta vie dévergondée. Amuse-toi bien, ma petite femme, mais fais pas trop de folie et ne m'oublie pas. » Pour être honnête, j'ai lu ces lignes pour la première fois en préparant notre programme et j'ai été choquée. Est-ce une ironie si malveillante ou la norme de leur correspondance? D'une humeur diamétralement opposée au début jusqu'à « je t'embrasse mon ange » à la fin. C'est tout Pouchkine. D'un côté, il est furieux que Natalia se permette de le tromper. Par contre, je trouve que ça l'excite érotiquement. Je pense qu'il se passe un drame érotique, complexe. Et c'est pourquoi il écrit « Tu me dis ce qui se passe au bal là-bas. » Incroyable. Ça arrive aux gens. Il est descendu du piédestal. Par contre, ce piédestal, bien sûr, lui a certainement donné l'occasion de s'adresser ainsi à sa femme. S'il n'y avait pas de piédestal, il n'y aurait pas de Natalia dans sa vie, la plus belle femme de Saint-Pétersbourg. Au début du programme, nous avons également évoqué qu'il rencontrait deux problèmes. Natalia Goncharova et Benkendorf. Nous avons en quelque sorte compris un peu le premier et maintenant passons au second. Benkendorf, donc, était-il si gros problème pour lui? Il l'a autant dérangé? Benkendorf était bien sûr une personne très difficile, mais nous avons fait une émission sur lui et avons vu qu'il avait de nombreuses caractéristiques positives. Et en effet, il était beau. Il a dansé avec Natalia Nikolaevna au bal. Et il était un grand coureur de jupons, tout comme Pouchkine, mais d'un autre côté, il était un militant et était un peu offensé que le tsar soit le censeur de Pouchkine et ait dirigé Pouchkine et pas lui-même. Néanmoins, quelque part, il a aidé Pouchkine et parfois il l'a rabroué. C'est-à-dire que Pouchkine était quelque part tenu en laisse, même enchaîné par le pouvoir. Et Benkendorf n'a pas été trompé par le fait que Pouchkine ait prononcé des paroles flatteuses sur le règne de Nicolas Ier. Nous connaissons le poème « Non, je ne suis pas un flatteur ». Toutes ces choses qu'il avait changées, qu'il avait quittées, Benkendorf a vu qu'il était toujours un révolutionnaire. Seulement un révolutionnaire pas sous une forme bolchevique, mais un révolutionnaire qui veut vraiment que son pays soit normal, démocratique, prospère. Bon, rien de spécial, mais d'un autre côté, il est évident que ce n'était pas le pays de Nicolas Ier. Et Benkendorf, comme un détective, si vous le voulez, il s'en doute. À la mort de Pouchkine, il écrit une lettre assez dure sur les funérailles. Et là, nous voyons que vraiment, la Russie est au pouvoir. Ce n'était pas humain par rapport à Pouchkine. Cela l'a opprimé. Parce que le pouvoir est projeté d'un côté à l'autre. Certains disent Nikolaï l'a tué et Benkendorf a envoyé la police exprès dans une autre direction pour que le duel ait lieu. Il savait où serait le duel. D'autre part, il se doutait qu'il ne laisserait pas Pouchkine partir à l'étranger
comme nous l'avons dit aujourd'hui, et l'ont retenu à tous égards, bien qu'il les nourrit. Contradiction persiste toujours. Ils ont compris que Pouchkine représente l'opinion publique. Je pense que Beckendorf, et très honnêtement, s'exposant ainsi que les autorités, a écrit une note sur les funérailles de Pouchkine qu'il a lui-même signée en tant que chef des gendarmes. Écoutons et voyons comment Pouchkine a mal fini. Après avoir défié le destin et la société, il a finalement obtenu ce qu'il voulait obtenir. La haine des rois, l'insulte des autorités et, bien sûr, la gratitude du peuple. Par conséquent, d'une part, Beckendorf et d'autre part, avec la poésie, j'érige un monument qui n'est pas de main d'homme. Pouchkine réunissait en lui deux êtres. C'était un grand poète et un grand libéral, un ennemi de tout pouvoir. Comblé de bonnes actions du souverain, il n'a cependant jusqu'à la fin de sa vie pas changé ses règles, mais seulement dans les dernières années de sa vie, il est devenu plus prudent dans leur expression. Conformément à ces deux propriétés de Pouchkine, un cercle de ses adhérents s'est formé. Il se composait d'écrivains et de tous les libéraux de notre société. Tous prirent une part vive à la plus ardente de la mort de Pouchkine. Le bruit courut qu'à Pskov, même il était censé dételer les chevaux et porter le cercueil en personne, ayant préparé les habitants de Pskov à cela. Il était difficile de décider si tous ces honneurs étaient plus liés à Pouchkine le libéral qu'à Pouchkine le poète. Dans cette stupéfaction, et compte tenu des critiques de nombreuses personnes bien pensantes, selon lesquelles une expression populaire du chagrin face à la mort de Pouchkine présente en quelque sorte une image indécente du triomphe des libéraux, la plus haute observation a reconnu qu'il était de leur devoir d'éliminer tous ces honneurs par des mesures tacites, ce qui fut fait. Pour résumer, bien qu'il soit difficile de le comprendre pour les deux programmes que nous avons consacrés à Pouchkine, mais quand même, nous allons essayer. Alors, pour résumer, est-ce que c'était en effet un coup de chance ? Il y a des milliers de Pouchkine, une caste si particulière de personnes qui, à mon avis, n'ont pas compris cela. Ils ont compris quelques détails microscopiques de chaque poème, mais ils ne l'ont pas compris en entier. Je pense que l'on ne peut pas trop faire le tri. Mais il y a un poème très célèbre, peut-être le plus célèbre, qui dit que Pouchkine était heureux, parce qu'il a pleinement rempli sa mission, compris et dit « Je comprends ». Mais je comprendrai aussi les descendants. J'érige un monument qui n'est pas de main d'homme. L'herbe n'obstruera pas au peuple son sentier. Son fier fronton ira plus haut que la colonne du tsar Alexandre Ier. Je ne mourrai pas tout à fait, puisqu'au corps de ma lyre, mon âme intacte chante, échappant au trépas. Je serai connu, tant qu'au sublunaire empire, fût-ce un seul poète, vivra. Ma rumeur parcourra la Russie au langage divers, et de mon nom se transmettront les éloges des Slaves fiers, des Finnois, des Toungouzes sauvages, des Kalmouks aux steppes errants. Longtemps je serai cher au peuple, moi, poète, pour avoir suscité par ma lyre l'orgueil, pour avoir aux tyrans librement tenu tête et pleuré d'injustes cercueils. Dieu commande, sois, muse, à mes ordres soumise, ne crains pas d'offenser, ne requiert pas de prix, accepte avec froideur qu'on loue ou qu'on médise et tiens le stupide en mépris. Заговор классиков.